On avait écrit avec Kevin en 2020 un petit texte qui s'appelait L'habitat inclusif, une institution qui ne dit pas son nom et qui sous-entendait peut-être le fait que l'institution a quelque chose de mauvais, suite à quoi un directeur, Sébastien Pommier pour ne pas le nommer, me dit mais peut-être qu'il aurait mieux valu que ce soit une institution qui dise son nom. Et peut-être que cette institution, elle n'a pas forcément mauvaise en soi. Et peut-être qu'il y a des tas d'institutions qui existent, comme la famille, comme le couple, comme peut-être même la maison aussi. Et la question, c'est de voir à quel moment cette institution, qui est un cadre, elle va finalement soit enfermer la personne, soit au contraire la soutenir et les libérer. Et je pense que c'est vraiment cette idée-là, est-ce qu'on a besoin de déconstruire l'institution ou est-ce qu'au contraire, on a besoin de s'intéresser à d'autres types d'effets? Et pour revenir sur des exemples qui étaient donnés, moi, celui qui m'a beaucoup marqué, c'est ce qu'on a pu voir aux Pays-Bas, qui est confronté en 2014 à une très grande crise des personnels, plus de professionnels soignants, et qui décide de réinventer son modèle et de faire en sorte en fait, de supprimer les EHPAD, de supprimer la prestation socle, parce que plus capable en fait d'assurer des soins comme ça en continu, et qui décide qu'est-ce qu'ils font, et c'était intéressant ce que disait Kevin tout à l'heure, le premier choix qu'ils font, c'est décider de regarder la santé autrement, et de se dire, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est faire en sorte que les gens ils se sentent bien et qu'ils vivent des choses qu'ils ont envie de vivre. Et après, la santé physique, on n'est pas forcément capable de donner tout ce qu'on pourrait faire, mais au moins faisant en sorte que les gens se sentent bien. Donc, ils ont transformé leur structure pour créer des logements. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en moyenne, les structures font 170 places. Donc, on pourrait dire, oh mon Dieu, c'est tellement grand, c'est pas du tout à l'échelle du corps. Mais ils ont été capables de faire des structures qui, finalement, ont été redécoupées, mais vraiment redécoupées, c'est-à-dire ces 170 appartements, en fait, c'est 25 cages d'escalier qui elles-mêmes ont leur propre interphone qui sonne chez la même. En fait, du logement auquel on a une offre de soins et de services intégrés. Des choses que nous, en fait, en France, on appellerait résidence-service ou résidence-autonomie et qu'on réserverait à des personnes qui sont encore autonomes, mais que eux considèrent être ce qui est nécessaire pour l'EHPAD. Et donc des bâtiments où finalement on est obligé de passer par dehors pour se rendre au restaurant par exemple. Et il dit, ben, évidemment, l'essentiel c'est d'avoir un cadre de vie qui est suffisamment petit, 4-5 appartements par palier. Et puis après, une fois que tout ça est tellement grand, on a peut-être intérêt à motoriser les déplacements des personnes plutôt que de faire des couloirs à n'en plus finir. Et ça demande, ben, vous voyez, ce petit garage-là qui est d'aide technique. Et évidemment que c'est difficile d'être motorisé dans des couloirs parce que c'est très dangereux, alors que quand on est dehors, ça c'est peut-être davantage possible. Et puis des accès visibles, y compris des escaliers, parce qu'en fait, là encore, ils partent, ce que disait Kevin, du principe que tant que les gens peuvent utiliser l'escalier, il faut qu'ils le fassent, et il faut qu'ils le fassent aussi pour être en bonne condition physique. Mais par contre, bah, on peut arranger ça, on peut bien l'éclairer, on peut faire des marches qui sont longues, on peut faire des marches qui sont peu étroites, qui sont bien contrastées, là vous voyez, et d'être plutôt dans comment est-ce qu'on va continuer à mobiliser les compétences, plutôt que de protéger à tout prix et d'enfermer ces cages d'escalier. Et puis la deuxième chose qui m'a marquée et que je voulais vous retranscrire dans l'idée de l'expérience de HSTV que présentait Kevin sur des petites maisons. Vous avez peut-être entendu parler de ce village dit Alzheimer, qui ne s'appelle pas comme ça d'ailleurs, mais le village des Hogevik, qui accompagne aujourd'hui, pareil, 170 personnes atteintes de troubles cognitifs, qui en France seraient en unité protégée ou en UHR, et qui s'organise sous forme de village, 29 maisons, de 6 à 7 habitants, des colocations, dans lequel se préparent chaque jour 29 repas différents, en fait, en fonction de ce que les gens ont envie de manger. Et puis la possibilité, excusez-moi, d'aller faire des courses, en fait. Donc les habitants vont faire les courses, ils cuisinent, etc. Et ce qui est assez intéressant, là encore, c'est qu'on n'a aucune fonction centrale dans cet établissement, pas de cuisine centrale, pas de lingerie centrale, mais vraiment des maisons et des services qui sont partagés, qui ressemblent, comme vous voyez là, à des services qui sont tout à fait ce qu'on pourrait trouver à l'extérieur, avec un traitement des espaces urbains qui lui aussi a été vraiment fait pour favoriser le repérage. Il ne faut pas tant imaginer l'EHPAD de demain, ce n'est pas l'EHPAD d'aujourd'hui avec quelques ajustements à la marge. Ce n'est pas l'EHPAD d'aujourd'hui plus l'EHPAD hors les murs plus un tiers-lieu et on y est. Moi, je pense qu'il faut s'autoriser, et c'est sans doute le plus difficile, à oublier le modèle actuel, à repartir de ce qui est vraiment essentiel aux yeux des personnes. Et ça, évidemment, ben, ce n'est pas la personne âgée, c'est chacune de ces personnes et de voir comment on va être capable, avec les moyens constants, à prix coûtant, d'imaginer, d'inventer d'autres choses qui auront beaucoup plus de sens que ce qu'on faisait dans les années 60. Une des images que j'avais prises, et c'est celle que vous voyez à l'écran à l'instant, on est dans la cuisine, on a déjeuné, parce que je suis allé rendre visite, et il n'y a plus aucun professionnel qui est présent. Et dans la cuisine, ben, c'est le bazar, il y a encore plein de choses qui restent, et deux résidentes ont pris l'initiative d'elles-mêmes, finalement,
de tout ranger et de reprendre, de prendre leur marque et finalement de tout ranger, de nettoyer la cuisine, de tout mettre dans le lave-vaisselle, de faire la vaisselle des plats qu'on ne pouvait pas mettre dans le lave-vaisselle, mais sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est des personnes qui sont en unité spécifique Alzheimer, normalement, et c'est des personnes qui, quand on les voit en unité spécifique Alzheimer, on se dit, bah non, elles ne peuvent pas faire grand-chose. Et en fait, là, en leur donnant finalement toutes les ressources dans l'environnement, en créant cette opportunité pour qu'elles reprennent soin d'elles-mêmes, qu'elles puissent reprendre soin des autres aussi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où c'est important, c'est parce que on ne prenait pas que soin d'elles-mêmes, elles prenaient part à la communauté et elles prenaient part surtout à comment est-ce que je peux, moi, avoir ma contribution aussi dans cette communauté. Et en fait, bah, ces personnes-là, elles ont tout simplement pris le dessus. Spontanément, elles ont tout rangé, elles ont repris leur marque. Et bon, bah, effectivement, il y a un homme qui, lui, a plutôt regardé, hein, mais qui était très, très souriant et qui s'est posé avec son journal. Voilà, c'est une génération aussi, on ne peut pas non plus le négliger. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que dans 40 ans, nous-mêmes, nous aurons des troubles cognitifs liés au vieillissement. On ne sera pas tout à fait de la même, enfin, dans le même schéma. Mais peu importe, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on reprend des conditions de vie qui sont relativement normales. Du coup, ça pose quand même un certain nombre de questions sur la globalité, finalement, de ce type de prise en charge, tant en termes de management, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, peut-être qu'on aura des questions aussi par rapport à ça. Ça pose d'autres questions et qui sont celles finalement et qui sont assez intéressantes, celles de la sécurité aussi, dans ces lieux-là, où les professionnels me disaient: «Bah, finalement, oui, mais alors il y a quand même un problème de sécurité si quand il y a un résident qui sort, parce qu'on a un petit jardinet effectivement là, mais on n'a pas de grande barrière, rien n'est fermé à clé». Donc effectivement, il fallait quand même tenir un peu une attention, envers ces résidents qui pouvaient éventuellement sortir. Sur les 5 jours, il y a un résident qui est sorti, donc ça va, c'est pas trop grave et encore, il y avait un professionnel qui a pu l'accompagner, en tout cas qui a pu le suivre et finalement ce résident est revenu. Mais effectivement, il y avait ces questions de sécurité, de se dire: «Bah, si je suis professionnel, j'ai la responsabilité d'un résident, qui éventuellement, pourrait avoir un accident ou quoi que ce soit». Donc il y a quand même ça à réfléchir. Il y a la limite de la fin de vie, de la gravatisation de la personne, c'est qu'est-ce qu'on fait quand la personne arrive en fin de vie? Et ça, c'est une vraie question aussi qui s'est posée, lors du séjour et qui s'est posée après le séjour. La fin de vie, c'est pas n'importe quoi, ça nécessite quand même qu'on puisse accompagner la personne. Parfois, il faut un accompagnement médical avec aussi. Et donc là encore, bah, je pense qu'il y a de réels progrès à faire à ce niveau-là et peut-être de la formation. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas accompagner la fin de vie dans ces lieux-là? Peut-être qu'on peut, mais en tout cas, ça nécessite quand même encore une réflexion à avoir dans tout ça. Et puis, d'une manière générale, je pense que ça aussi, il faut bien le prendre en compte, c'est de bien comprendre l'efficience de ces lieux-là. Et aujourd'hui, l'efficience, bah, elle n'est pas encore tout à fait prouvée. C'est vrai que quand on va voir les habitats collectifs, on est encore sur des restes à charge qui sont relativement importants, mais qui donnent du coup à réfléchir, mais à savoir un peu comment est-ce qu'on peut finalement relativiser tout ça. Et je sais qu'avec l'hospitalité Saint-Omer-de-Villeneuve, on est en train de réfléchir justement à ça, de savoir, bah, finalement, quand on a ce type de lieu-là, bah, qu'est-ce que ce sur quoi on économise? C'est-à-dire qu'il ne faudra plus faire appel à des cuisines centrales, mais on va faire la cuisine dans chaque unité de vie, de façon complètement autonome. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire la cuisine. Bref, ça va économiser des coûts. Donc il y aura des coûts qui seront économisés, d'autres qui, au contraire, vont être augmentés. Donc il y a probablement un équilibre financier, en fait, qu'on peut trouver par rapport à tout ça. Donc vraiment, c'est dans cet esprit-là, où, bah, je me dis qu'on peut peut-être commencer aussi à réfléchir par rapport à ce que ça va être l'EHPAD de demain. Et on est allé voir avec une artiste pendant 3 ans des personnes âgées de 65 à 100 ans qui vivaient chez elles, en se posant la question suivante, c'est quelle est leur expérience corporelle et sensorielle de l'habiter. Au fond, la question qu'on pose toujours aux personnes quand on va les voir chez elles, c'est comment vous habitez, qu'est-ce que vous faites, mais on se pose très rarement la question de comment elles ont investi corporellement et sensoriellement leur habitat et d'où vient cette expérience corporelle et sensorielle de l'habiter. Donc évidemment, ce n'est pas seulement les 5 sens, hein, c'est aussi la proprioception, l'équilibration, la synesthésie, c'est un certain nombre de choses. Mais nous, ce qui nous a... Alors, on n'a pas fait une très grande enquête, on a rencontré 6 personnes au final, avec qui on a véritablement travaillé, mais on a fait un travail au long cours avec elles. Et alors, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que la première chose que les personnes nous ont racontée, c'est que leur expérience ordinaire, au moment où on les rencontre, d'habiter, c'est une expérience qui s'ancre dans une expérience sensorielle inaugurale qui est soulevant dans la petite enfance, qui est très étroitement liée à la maison familiale, aux relations avec les parents et les frères et sœurs, et à des ambiances qui ont imprimé sur la personne une certaine réalité sensorielle. Donc, ça veut dire que c'est une perception des volumes, une perception des espaces, une perception de la lumière, une perception des odeurs, une perception des matières à travers le toucher. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette expérience
sensorielle, elle est corrélée, elle est liée, pardon, pas pour toutes les personnes, à la découverte de l'espace intérieur. C'est-à-dire que c'est un moment où elles ont découvert que non seulement l'espace autour d'elles existait, mais qu'en plus de ça, elles avaient un espace en elles. Et elles ont fait un lien entre les deux. C'est vrai qu'en redonnant finalement la possibilité de choix, de contrôle, et ben, finalement, on reprend un peu cette possibilité à la personne de montrer ses compétences, au fait, au quotidien, mais de pouvoir le faire de façon sécurisante aussi, et ça, c'est ça qui est important, et c'est un peu toute cette affaire domestique, et quand tu parles de domestication, je sais que c'est quelque chose, avec lequel on a pas mal parlé avec Fanny, et je pense qu'elle reprendra certainement aussi. C'est un peu ce côté de se dire, bah, oui, il y a un aspect domestique, mais il y a aussi ce côté de comment est-ce que moi, je vais pouvoir domestiquer l'espace dans lequel je me trouve, et donc c'est une notion que moi, je peux agir sur cet espace-là aussi, et quel que soit son âge, quelle que soit finalement la condition dans laquelle on est, et ces troubles cognitifs, ce dont on se rend compte, et moi je l'observe quand même quasi quotidiennement avec les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, dès lors qu'on n'a pas toutes ces paramètres-là, ben, en fait, on a plutôt tendance à empirer les choses qu'à les améliorer.